Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau Facebook Live du CNRS. Je suis Daniel Fievé, journaliste scientifique. Nous sommes ici au Musée des Arts et Métiers et nous allons découvrir ensemble une nouvelle exposition temporaire intitulée Sur mesure, les 7 unités du monde. En avant-première, nous allons la découvrir cette exposition. Nous sommes en partenariat avec le magazine Science et Vie et la ville de Paris. Merci à eux de nous avoir suivis. Alors, quelques petits détails quand même avant que l'on commence. D'abord, évidemment, vous savez que vous pouvez poser vos questions. Nous sommes en direct. Vous allez sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Vous posez vos questions. Elles me sont relayées et je les transmettrai évidemment aux intervenants que nous allons croiser. Autre chose, dans 40 minutes, je vous poserai 3 questions. Et évidemment, les réponses auront été données pendant cette visite. Et si vous avez la bonne réponse à ces 3 questions et que vous êtes parmi les 3 premiers à nous les formuler, vous gagnerez alors le carnet de sciences du CNRS, qui aura d'ailleurs un dossier en novembre prochain sur les unités de mesure. Et puis vous gagnerez aussi 2 places pour venir visiter le musée des arts et métiers. Voilà, vous savez tout, suivez-moi, on va faire connaissance avec le commissaire de cette exposition. Bonjour Bruno Giacomi. Bonjour Daniel Fievé. Alors c'est un plaisir de vous avoir pour visiter cette très belle exposition. Les peintures sont à peine sèches, hein. Il y a eu la première visite avec les journalistes ce matin. Elle ouvre demain. On va la voir pour nous tout seuls. Là, on va pouvoir en profiter. Comment est née l'idée de cette exposition? L'idée est venue du Laboratoire national de métrologie et d'essais qui, à l'occasion de la conférence générale des poids et mesures, avait envie de faire une exposition sur la mesure et l'a proposer au musée des arts et métiers. Le musée a répondu favorablement et on est venu me proposer d'en être le commissaire, ce qui m'a ravi. Cette conférence dont vous parlez, on va avoir l'occasion d'y revenir pendant cette visite. C'est un moment crucial, historique, qui va se produire là dans pas un mois, au mois de novembre. 4 des 7 unités fondamentales vont être redéfinies. C'est important ça? Ah oui, tout à fait, parce qu'en fait, il y a plein d'unités qui datent encore de la Révolution et même le dernier étalon matériel, le grand K, le kilogramme, va disparaître. Enfin, il ne va pas disparaître physiquement, mais il va être remplacé par une mesure immatérielle comme toutes les autres. Quelles sont les 4 mesures qui vont être redéfinies? Alors, la mole, le kilogramme, le Kelvin, la température, et l'ampère. On va découvrir dans cette exposition et dans cette visite ce que ça change pour nous concrètement et puis ce que ça change aussi pour les scientifiques. Mais commençons déjà un peu la visite par cette salle du quotidien, hein. On n'y voit exposer que des objets que l'on connaît très bien. L'idée, c'est de nous montrer à quel point ces mesures sont dans nos vies. Mais oui, tout à fait. Le visiteur qui va venir ne sait peut-être pas forcément qu'il mesure à longueur de journée et il est mesuré donc avec des compteurs kilométriques, des compteurs à essence, des thermomètres dans sa salle de bain, des horloges, etc. La mesure est partout. C'est un petit peu le message qu'on veut donner et c'est comme ça que petit à petit nous allons arriver jusqu'au cœur de la question qui est ces 7 unités de base. Pourquoi 7 pourquoi pas d'autres, etc. Alors les 7 unités de base, c'est quoi ces 7 unités de base? Alors donc mol, kilogramme, Kelvin, ampère, mais aussi celles qui ne changeront pas, c'est-à-dire la candela, la seconde et le mètre, évidemment. Candela, c'est pour l'intensité lumineuse. Exactement. Et voilà. Alors dire que ces 7 unités-là sont les 7 unités fondamentales, les 7 unités de base, c'est-à-dire que toutes les autres sont des dérivés, découlent de celles-ci. Avec ces unités-là, on peut tout définir ensuite? Tout à fait. Là, on a un baromètre. Le baromètre, il nous donne une pression. La pression va être mesurée en pascal. Le pascal se définissant lui-même par un certain nombre d'unités dérivées qui vont, au bout du compte, se retrouver sur 4 des 7 unités de base. Allez, on va avancer dans cette exposition. On peut voir, hein, il y a un compteur, même un compteur Linky. Là aussi, on mesure. Tout à fait. On mesure et en plus, il nous parle un petit peu de cette peur que l'on a quelquefois d'avoir des données qui sont partagées. Oui. Et c'est pour ça qu'on veut rester, donner des éléments matériels pour que le public se fasse une idée précise de ce qu'est la mesure. Alors la mesure n'est pas toujours précise, on le voit ici avec Podane. On est en train de faire une recette de cuisine et on met une pincée de ceci, quelques souffles de cela. Voilà, une main de beurre fin, un souffle de levain, une poignée de sel, etc. Mais c'est parce qu'en fait la mesure c'est ça. D'un côté c'est des éléments très pratiques
dans une mesure de cuisine. Il y avait un livre de 1927 qui disait les 3 éléments fondamentaux dans la cuisine, c'est une balance avec tous ses poids, une horloge précise et un décilitre, c'est-à-dire un dixième de litre. Et donc, une fois qu'on a ça, eh ben, on peut tout faire. Mais après, on met des soupçons, des poignets, des doigts, tout un tas de choses. Alors oui, des doigts, parce qu'effectivement, on utilise souvent le corps humain pour se servir de mesure. On a longtemps fait ça, en tout cas. Tout à fait, l'homme de Vitruve qui est là nous dit que si je vais devant, et d'ailleurs il va se mettre à ma mesure, qui est un petit peu plus petite, voilà. Et en fait, on voit que le corps est la référence de départ pour donner toutes les unités de base de longueur, c'est-à-dire après de capacité, etc. Voilà. Donc c'est Léonard de Vinci qui avait dessiné ce fameux homme de Léonard de Vinci qui effectivement est ici présent, un petit peu retravaillé pour montrer un petit peu toutes ces unités. Ouais. Alors, très belle exposition, hein. Elle est soignée. On y voit souvent des petites anecdotes aussi, hein, au détour d'un mur, là, comment peser un spationaute. Oui, parce qu'en fait, on pose là des questions ou des anecdotes un peu curieuses. Là, comment peser un spationaute dans l'espace alors qu'on est en état d'impesanteur? Donc là, on a trouvé des systèmes, le SLAMD, qui est un système qui permet, en utilisant la vibration, de pouvoir quand même donner sa masse. Ouais. Pas son poids, puisqu'on a une gravité nulle, mais la masse. Il y a plusieurs petites histoires. Il y en a une autre aussi qui est savoureuse, avec Shakespeare et Cervantes, qui sont morts le même jour calendaire, mais voilà, la même date, mais à 10 jours d'intervalle. Tout à fait, le 23 avril 1616, ils sont morts tous les deux, mais il y a 10 jours de différence entre les deux. Alors comment ça s'explique? Bien parce que William Shakespeare est décédé sous le système julien que l'Angleterre n'avait pas encore adopté, et Cervantes est mort sous le système, le système grégorien, qui a déjà été adopté par l'Espagne, sachant qu'on a dû rattraper le temps à cause d'une définition imprécise au départ de la durée de l'année. On voit bien tout l'intérêt de parler la même langue quand on parle mesure, sinon on ne s'y retrouve pas. Hein. Exactement, ça c'est la leçon finale. Il faut que nous nous accordions, comme le La de l'orchestre, sur des données des unités communes, des références, de manière que nous puissions échanger, communiquer, faire de la science, de la technique, etc. Alors on aime mesurer beaucoup de choses avec des appareils parfois un peu surprenants, incongrus. En voilà quelques-uns. Je vous laisse nous les présenter. Léa, tu peux filmer ça. Alors qu'est-ce qu'on a là? Oui, alors à droite, des instruments pour mesurer la dextérité des doigts. Hein. À gauche, c'est un qui sert à mesurer la rapidité des doigts pour les dactylos, etc. Celui de droite pour mesurer la précision dans le mouvement. Et puis ça servait à qui se servait pour embaucher quelqu'un? On voulait voir avant s'il est... Effectivement, c'est ça. C'était pour pouvoir mesurer les compétences tactiles de quelqu'un avant de lui faire un travail de dactylographe, de couturière, etc. Et à côté alors? À côté, ce sont des objets un peu curieux. À droite, c'est un psychogalvanomètre. Oula. Ça mesure en fait les émotions. C'était censé mesurer les émotions et donc c'est devenu ce qu'on a appelé le détecteur de mensonges. Et ça mesure quoi en réalité? Parce que les émotions, là on a vraiment une mesure normalement une différence de potentiel. Et si vous voulez, vous avez tendance à avoir les mains moites lorsque vous allez mentir. Donc voilà, je pense pas que ça ait vraiment bien marché. C'est une tentative. Voilà. Non mais c'est intéressant parce que je voulais vous en montrer un autre à gauche, ce dynamomètre médical. C'est un objet intéressant parce que ça sert à mesurer la poigne, mais en fait il a été utilisé celui-ci à l'issue de la Seconde Guerre mondiale pour embaucher des travailleurs d'Afrique du Nord pour aller travailler dans les mines de charbon du bassin de Saint-Étienne. C'est des objets qui nous montrent que la mesure est un élément précis, c'est un élément, je dirais, indubitable, mais l'usage qu'on en fait à quelque chose parfois de profondément humain est lié à la société. Donc je crois que il y a comme ça quelques objets. Oui, mais d'ailleurs vous dites un instrument de mesure lié à la main, il y en a un, c'est notre téléphone portable. Alors on en a un gigantesque, de la taille. Mais alors aujourd'hui on se trimballe avec notre téléphone portable
avec des capteurs de mesure en tout genre. Voilà, traditionnellement, l'instrument de mesure, il captait et il affichait, comme le thermomètre. Mais en fait, dans l'instrument, on a des capteurs. Alors, ce qu'on a mis à côté, ce sont des instruments plus anciens, mais miniaturisés, se trouvent à l'intérieur, tels que le gyroscope, le sextant, le thermomètre. Tout ça, ça sert à mesurer des éléments tangibles de notre corps ou de notre environnement, et ils sont rentrés dans l'appareil. Mais nous verrons aussi que quelquefois, ils en sortent. Ils sont partagés. Très bien, on verra ça dans la suite de l'exposition. Je rappelle aux internautes qui nous regardent qu'ils peuvent nous poser leurs questions et que je les transmettrai à mon invité et puis aux autres intervenants que l'on va croiser tout au long de ce live. Alors là, on arrive dans une pièce qui est intéressante aussi parce qu'on réalise à quel point les mesures sont souvent indirectes. Tout à fait. Quand il s'agit de mesurer 1 mètre de tissu, c'est facile. On tire son mètre et on affiche 1. Bon, c'est très bien. Par contre, la plupart des mesures sont indirectes. C'est le cas, par exemple, je me pousse pour que Léa puisse voir. Cet altimètre. Bon, un altimètre, il va nous donner l'altitude à laquelle se trouve l'avion, par exemple. Mais en fait, il ne mesure pas la longueur, de la distance qui nous sépare du sol, mais il passe par une mesure de pression. La pression atmosphérique, et une fois l'appareil étalonné, il va nous donner l'altitude. C'est la même chose avec l'hygromètre. Alors l'hygromètre, comment on mesure le taux d'humidité de l'air de façon indirecte? Eh bien là, c'est Saussure qui, au XVIIIe siècle, a imaginé avec un cheveu de faire varier l'hygrométrie. Donc, et plus le cheveu est humide, plus il est sec, eh bien, il va varier en longueur. Donc on va mesurer la longueur, et celui-ci est sous cloche parce qu'il va permettre de faire le vide et de mesurer le degré de sécheresse extrême pour l'étalonner. Là aussi, il faut étalonner les instruments pour pouvoir avoir des mesures fiables. Oui. En fait, ça a à chaque fois été un casse-tête d'imaginer une façon de mesurer toutes sortes de grandeurs ou de, par exemple. Alors là, on a les couleurs. Je ne sais même pas si on peut dire qu'une couleur, c'est une grandeur. Mais par contre, mesurer une couleur, c'est un véritable casse-tête. Comment on a réfléchi à ça? Exactement, parce qu'en fait, la couleur, elle dépend de la source qui éclaire l'objet en question, mais elle dépend aussi de l'état de surface, si c'est brillant ou mat, etc. Ça dépend d'une multitude de choses. Donc, on a essayé de donner des tables, mais en fait, souvent, c'est par des moyens empiriques qu'on va essayer de comparer des couleurs et de dire si celle-ci est plus ou moins bleue, plus ou moins rouge. Ben, on sait très bien que lorsque on a des tables, je pense à Pantone ou des choses comme ça, lorsqu'on l'a sur papier et qu'on l'a après chez soi au mur, on n'est pas toujours dans la même couleur exactement. Ça, c'est une véritable difficulté. On a essayé de mettre au point des colorimètres au 19e siècle. Et puis j'aime beaucoup cette palette de céramistes, parce que le céramiste, en plus, lorsqu'il met ses pigments, il a une certaine couleur, et lorsque ce sera cuit, ça pourra n'avoir aucun rapport. Donc il faut qu'il ait un moyen d'avoir ces correspondances, et puis il va donner, ici, il a 60 numéros qui seront ses repères pour pouvoir avoir quelque chose de reproductible. Alors là, on n'a pas une unité de mesure à proprement parler, on a un instrument pour évaluer. Exactement. Là, on va utiliser la candela, notamment, qui est une mesure de la perception lumineuse. Donc, c'est un petit peu différent des autres unités. Et ça ne résout pas tout, bien évidemment. Mais au moins, ça nous donne des repères partageables. Et elle fait partie, la candela, des 7 unités de base. Exactement. La candela, elle est présentée, on le verra tout à l'heure, avec les autres. Dans cette exposition. Alors on passe dans un sas sombre et on va poursuivre notre visite de l'exposition en faisant une rencontre. Bonjour Céline Fellag-Hariway. Bruno Giacomi, venez avec nous, hein, vous restez avec nous bien sûr. Alors vous travaillez au Bureau international des poids et mesures, le BIPM. Vous y travaillez depuis 2005 et vous effectuez actuellement une thèse, un doctorat à l'Université de Lorraine. Quel est le sujet de votre thèse ? Alors le sujet de ma thèse, c'est le Bureau international des poids et mesures, donc de 1875, qui est l'année de sa création, a priori jusqu'à son 100e anniversaire, même si l'amplitude est un petit peu importante. Voilà, et je travaille donc sous la direction de Martina Schiavon. D'accord. Alors on va pouvoir voir un peu justement historiquement comment tout ça s'est mis en place. Quel est le rôle du Bureau international des poids et mesures, le BIPM ? Alors le BIPM, il a été créé en 1875 par un traité qui s'appelle la Convention du Mètre. Et donc son rôle, c'est d'être un forum pour
États membres pour toutes les questions qui traitent donc de la métrologie scientifique. Voilà. Il est le garant de l'uniformité mondiale donc, du système de mesure, qui est aussi l'objet de cette exposition, et donc est au cœur, avec les laboratoires nationaux de métrologie, donc de cette révision historique du système international d'unité. La France a joué un rôle important dans cette histoire, hein, c'est-à-dire que, comme le disait Bruno Giacomi, il a fallu accorder nos violons. Et on a l'impression qu'en France, on a fédéré un peu tout ça. Alors, situez-nous ça dans l'histoire, et quel rôle la France a joué? Alors, toutes les sociétés ont eu besoin à un moment donné donc, de systèmes de mesure et ont mis en place des systèmes d'unités de mesure différents. En France, au moment de la Révolution française, et notamment à travers les cahiers de doléances, il va y avoir une forte revendication pour avoir des unités de mesure qui soient uniformes. Le système féodal en France, il a entraîné une diversité énorme des unités de mesure. On n'a pas du tout les mêmes unités, même d'une ville à l'autre, parfois dans une même province. Et donc les cahiers de doléances vont avoir, parmi leurs revendications, l'uniformité, vont appeler à l'uniformité des mesures. Et la France, en 1799, donc les révolutionnaires vont instaurer en France le système métrique. Voilà, et l'inscrire en fait, et l'inscrire dans la loi assez rapidement. Alors en pratique, il faudra attendre 1840 pour que ce système métrique devienne obligatoire en France, mais donc la France sera donc à l'avant-garde de la mise en place de ce système métrique. Alors à quel moment ça se généralise et qu'on essaye non seulement de faire l'uniformité en France, mais à l'international aussi? Alors justement, non seulement ça va se faire en France, et puis on va très vite se dire qu'il faut des instances supranationales aussi pour que ces unités de mesure elles soient équivalentes en France, en Allemagne et dans l'ensemble des pays du monde. Il va y avoir en 1867 une conférence de l'Association géodésique internationale qui va émettre une recommandation pour la création d'un bureau européen de poids et mesure. Cette recommandation va être suivie en France, donc appuyée par l'Académie des sciences, par l'Académie aussi des sciences de Saint-Pétersbourg, va donner lieu aux travaux de la commission du maître et plus tard, donc en 1875, à la création du Bureau international des poids et mesures. Et alors, en quoi la redéfinition des 4 unités de base, hein, puisque c'est un peu ce qui a donné l'occasion de faire cette grande exposition, en quoi va-t-elle changer la vie des scientifiques, si j'ose dire, ou en tout cas la façon de faire des sciences? Alors, comme le disent Maglone Chambon et Marc Imbert dans leur article, c'est une révolution sereine et tranquille, mais une révolution tout de même. En fait, le système international d'unité, il s'est constitué en fait, au fil des siècles. Hein. Il est l'héritage du système métrique. De ce système métrique qui est donc fondé sur le poids, donc l'unité de masse, le poids à l'époque, et l'unité de longueur qui est le mètre. Et à partir de ces deux unités-là, on va ajouter une unité de temps qui est la seconde, puis des unités électriques, et puis on va appeler aussi, par l'intermédiaire donc, de la conférence générale, à la mise en place d'un système international d'unité dont le nom sera adopté en 1960, mais à la suite d'une enquête qui commencera en 1948. Donc actuellement, en fait, on gagne en précision. C'est-à-dire que la définition actuelle, par exemple, du kilogramme, ne va pas changer grand-chose pour la vie de tous les jours. Hein. Quand on va faire nos courses au marché, ça ne va pas complètement transformer la... par contre, on est dans un... ce système, il évolue en fonction des besoins donc de l'industrie, du commerce, de la société, et il gagne en précision à chaque fois. Et la révolution en 2018, c'est qu'on passe donc complètement d'unités qui sont définies à partir d'artefacts, donc d'objets. Oui. Alors l'exemple le plus frappant, c'est le prototype international du kilogramme, en fait, qui représente l'unité de masse depuis 1889, qui n'a pas changé, unité donc, dont la définition n'a pas changé depuis 1889, et qui va être rattachée donc, à une constante de la physique et la constante de Planck. Oui. Alors ça, on va le voir hein, dans un instant. Et en fait, on est dans la dématérialisation de ces unités-là. Est-ce qu'il y a des pays qui n'ont pas accepté le système de mesure international, ou est-ce que tout le monde s'est accordé pour ce système avec ces 7 unités de base? Alors ce système international d'unité, il fait consensus au niveau de la communauté internationale. Il faut savoir que même tous les pays ne sont pas forcément état partie à la Convention du Maître, mais que le système international d'unité est tout de même le système légal dans la quasi-totalité des pays du monde. Sarah vous demande, hein, parce qu'on a des internautes qui nous regardent et qui vous écoutent avec attention, quand et comment sera redéfini le système international? Alors quand on peut déjà répondre, le comment c'est compliqué parce que c'est pour chaque unité il a fallu trouver une définition différente. Oui, alors en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'en novembre 2018 donc, va se réunir à Versailles la conférence générale des poids et mesures qui sera sa 26e réunion et donc lors de cette réunion vont être soumis au vote des États membres
la révision de 4 des 7 unités qui constituent le système international d'unités. Voilà, donc ce sont les États membres du BIPM qui vont voter donc, cette révision du SI. Mais cette révision du SI, elle n'est pas le fait du BIPM, elle est le fait d'un travail, d'une collaboration intense entre le BIPM et l'ensemble des laboratoires nationaux de métrologie. Et elle constitue aussi une forme de célébration pour la communauté internationale de la métrologie, comme on peut le voir dans les... Donc le SI, c'est le système international, et le BIPM, c'est le Bureau international des poids et mesures. C'est l'organisation internationale donc, qui agit dans tous les domaines qui ont trait à la métrologie scientifique. Et alors, il y avait cette question, hein, Sarah vous dit aussi, comment sera redéfini ce système? On a cherché à trouver des constantes sur lesquelles s'appuyer pour chacune de ces mesures? Oui, alors les 7 unités donc, du système international d'unités seront définies en fonction de constantes de la nature. Donc ça va aussi avec l'évolution des sciences et la connaissance des sciences, ça nous permet d'affiner nos définitions de ces unités de mesure. Et le besoin de gagner à chaque fois plus en précision en fait. Minique qui vous demande, la marine se mettra-t-elle au mètre? C'est une colle. Bruno Giacomi, déjà, est-ce qu'effectivement la marine a une autre façon de regarder les distances? C'est vrai qu'on parle en miles, on parle en nœuds déjà pour les vitesses. C'est vrai qu'ils ont leur vocabulaire. Hein, et les voitures, on parle toujours en chevaux. Et puis même les aviateurs, vous savez que verticalement ils sont en pied et horizontalement en kilomètres. Oui. Il y a encore des choses un petit peu aberrantes. Oui. C'est-à-dire qu'en fait le système est officiel, mais il y a quelques entorses encore. Ouais, c'est l'habitude qui prime en quelque sorte. Hein, oui, c'est dur de lutter contre des habitudes, des ordres de grandeur qu'on a pris l'habitude de manipuler. Oui. Vous avez vu tout à l'heure, il y a un panneau 80, il est en kilomètres par heure. En fait, on devrait avoir des vitesses mises en mètres par seconde. Et en plus, là, si vous dépassiez la vitesse, vous étiez dans le bon créneau en mètres par seconde. Donc c'était bon. Donc on lui répond quoi, Minique, sur la marine se mettra-t-elle au mètre? Je crois que c'est pas demain pour moi. C'est une réponse, alors qui n'est pas très en termes d'ordre de grandeur, du coup on n'est pas très précis. Oui. Qu'est-ce qu'on a là devant nous? On précise un peu, ce sont justement différentes unités de volume, là on est avec des volumes? C'est des mesures de capacité, ça fait partie des collections du conservatoire, parce qu'au 19e siècle, le conservatoire divulguait et diffusait les unités internationales, et du coup il recevait de tous les pays du monde des capacités comme ceci. Donc là il y en a qui viennent d'Allemagne, de Royaume-Uni, du Maroc, de Chine, etc. Elles sont toutes différentes, elles mesurent des choses différentes. Il y en a qui sont au système métrique, mais beaucoup ne le sont pas. C'était pour illustrer cette extraordinaire diversité. Oui, et difficile de s'y retrouver. Hein. Exactement, et cette difficulté de pouvoir commercer entre des pays qui n'utilisent pas les mêmes grandeurs d'unités. On va poursuivre notre visite. Un grand merci à vous, Céline Felag-Hariouet, de nous avoir éclairés. Puis bonne continuation à vous. Au revoir. Alors, on avance. Là, on est dans une salle, le diapason très symbolique. Hein. Vous avez dit, il s'agit d'accorder les violons, il faut donner le la. Exactement, c'est un peu une métaphore. C'est-à-dire que si on ne se donne pas le même la pour tous les instruments de l'orchestre, il n'est pas possible de jouer une symphonie. Et donc, c'est comme ça aussi que pour pouvoir faire de la science, avancer dans tous les domaines, il faut avoir une référence commune. C'est le but de ce système international. Alors, à présent, on arrive un peu dans le cœur, on dirait le coffre-fort de cette exposition. D'ailleurs, la lumière est un petit peu plus tamisée. Léa augmente un petit peu l'éclairage pour qu'on s'y voit. C'est vrai qu'on a l'impression de rentrer dans le sein des saints. C'est quoi le rôle de... On est à mi-chemin dans l'exposition. C'est quoi le rôle de cette salle? Mais c'est justement d'illustrer ces 7 unités de base du système international, qui n'est pas d'une tâche facile puisqu'on va vers des éléments immatériels. Or, dans une exposition, on a besoin d'éléments matériels. Alors, pour l'expliquer, on a fait appel à un certain nombre de chercheurs qui, avec leur talent de communicateur, nous expliquent finalement pourquoi et comment on fait appel à ces nouvelles unités de mesure. Un chercheur, il y en a un, on va en profiter, on va se rapprocher de l'une des vitrines et de l'une de ces unités de mesure, c'est le kilogramme. On est devant une cloche à l'intérieur de laquelle se trouve un étalon du kilogramme. Alors, je vais vous présenter le chercheur que l'on va rencontrer. C'est vrai que j'ai très peu de lumière, alors tout devient un peu plus compliqué. François Ney, bonjour, je vais me mettre à côté de vous pour qu'on puisse profiter de la vitrine et que Léa puisse voir ça. Alors vous travaillez à un laboratoire qui justement cherche à mesurer, à préciser
ces constantes qui vont permettre de redéfinir ces différentes unités de mesure, en l'occurrence le poids. Vous êtes donc chercheur au CNRS, laboratoire Kastler-Brossel, et vous travaillez plus particulièrement sur la métrologie des systèmes simples et tests fondamentaux. Alors que représente exactement ce qu'on a sous cette cloche-là? Eh bien, cet objet représente 1 kg. Donc, j'ai eu la chance, en fait, il y a quelques années de ci, d'aller au BIPM, à l'endroit où est stocké le kilogramme, qui définit donc l'unité de masse. Et j'ai eu la chance de voir le kilogramme. Et donc, vous voyez, en fait, le kilogramme, c'est un objet, par définition, c'est un objet qui est tout petit. Hein. Oui. Alors d'ailleurs, vous avez une réplique, hein, voilà. Vous n'avez pas pris dans la vitrine, c'en est un autre, mais on se rend compte à quel point... Simplement pour vous montrer, en fait, c'est un objet métallique qui a les mêmes dimensions que le kilogramme étalon, ouais. Et on se rend compte que c'est tout petit. Oui, par rapport à une pièce de 2 €, c'est pas bien grand. Voilà, et donc c'est en fait très dense, c'est environ 20 fois plus lourd que l'eau, et c'est pour ça en fait que ça pèse 1 kg. Celui que vous avez entre les mains ne pèse pas 1 kg parce qu'il est en aluminium. Hein. En aluminium. Vous n'êtes pas si fort que ça, non, à tenir au bout du doigt 1 kg. 1 kg, voilà. Ouais. Alors, celui par contre qui est dans la vitrine fait 1 kg. Il est en quelle matière? Donc il est en platine iridiée, et donc c'est un aluminium qui a été choisi et donc, à la fin du 19e siècle, parce qu'il était très stable en fait. Et comment a-t-il été défini cet étalon? Pourquoi on a décidé qu'1 kg c'était ça? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc on pensait que ce matériau était le plus stable, le meilleur qu'on avait à l'époque. Et donc, on a fabriqué un ensemble de masses équivalent à cet objet de 1 kg. Et donc, on avait dans cet ensemble, il y a une convention où tous les pays se sont mis d'accord pour justement définir le kilogramme à partir de cet objet. Et dans le pôle de masse, en fait, par convention, ils ont pris un des éléments et ils ont décidé que cet élément aurait une masse exactement égale à 1 kg. Et tous les pays signataires de l'accord ont eu le droit à une copie du kilogramme. D'accord. Alors là, il est conservé sous 2 cloches. L'original est même conservé sous 3 cloches de verre. C'est quoi? C'est le vide sous ces cloches? Dans quel air baigne dans quelle atmosphère, dans quel environnement baigne cet étalon? Alors oui, la première fois qu'on voit le kilogramme stocké de telle manière, on a tendance à dire que oui, on va le mettre sous vide. Et en fait, non, c'est une grosse erreur, parce que si on le met sous vide, en fait, il va y avoir un phénomène qui s'appelle le dégazage. Donc la masse de kilogrammes va perdre des atomes, en fait, on va les pomper par la pompe à vide. Et donc la masse va s'alléger au cours du temps. Donc le kilogramme va maigrir. Donc il n'est pas dans le vide. Il n'est surtout pas dans le vide. Il est dans quoi alors? Il est dans l'air, tout simplement dans l'air. D'accord, alors quel est l'intérêt de le mettre sous 3 cloches? On essaye de l'isoler de l'air ambiant qui est tout autour de toutes les pollutions qu'il pourrait avoir. C'est pour l'isoler des pollutions qu'il est sous ces 3 cloches. Malgré tous ces efforts, est-ce qu'il évolue? Est-ce que la masse de notre kilogramme évolue avec le temps? Alors la Convention a décidé que sa masse était strictement égale à 1 kg. Donc, si on respecte la définition, sa masse ne bouge jamais au cours du temps. Mais si on compare en fait ce kilogramme étalon par rapport à ses copies, on voit que la masse des copies bouge par rapport à cet étalon. Et par définition, lui, sa masse ne bouge pas. Oui. Et il n'y a aucune raison pour laquelle, en fait, sa masse ne bougerait pas. C'est parce que par convention, on a décidé que c'était 1 kg. En fait, le kilogramme étalon fluctue, mais comme c'est le kilogramme, c'est toujours lui qui a raison, donc on dit toujours c'est le kilogramme. Exactement. Mais le kilogramme évolue, mais il reste 1 kg. Mais il reste 1 kg. Il fallait sortir de cette contradiction. C'est pour ça qu'on a cherché à redéfinir le kilogramme? Alors on a cherché aussi à le redéfinir. Alors c'est la raison essentielle, hein, c'est parce qu'on pense très profondément que la masse du kilogramme évolue au cours du temps, de notre définition. Donc on va chercher à avoir une définition qui est beaucoup plus stable. Donc on l'a basée sur ce qu'on a de mieux à l'heure actuelle, qui sont les constantes fondamentales, et dont on sait en fait à l'heure actuelle qu'on a beau chercher, on n'observe aucune dérive de constantes fondamentales. Donc la manière dont on redéfinit le kilogramme, c'est par rapport à cette constante qui, elle, ne bouge pas au cours du temps. Alors quelle constante on a choisi? Alors on a choisi, c'est un peu les expériences aussi qui nous ont guidés vers cette constante. On a choisi la constante de Planck. La constante de Planck est la constante qui caractérise essentiellement la physique quantique. Et en fait, à l'aide de l'un des dispositifs à l'heure actuelle, on est capable de peser le kilogramme par rapport à une balance électrique. Et les grandeurs électriques sont caractérisées, sont mesurées par rapport à des étalons qui font appel à des dispositifs quantiques. Et donc, comme la constante de Planck est le facteur d'échelle des dispositifs quantiques, on relie ainsi le kilogramme
à la physique quantique. Oui, c'est ce qui est assez incroyable, hein, c'est que la connaissance aidant, on se retrouve à définir notre monde macroscopique, hein, ce kilogramme qui est bien macroscopique, grâce à ce que l'on a compris et ce que l'on a découvert d'un monde beaucoup plus microscopique et beaucoup moins à notre portée directement, le monde de la physique quantique. Exactement, oui. Oui. Alors aujourd'hui, cette constante de Planck, combien de chercheurs dans le monde ont travaillé, vous en faites partie mais vous n'êtes pas le seul, ont travaillé à tenter de l'évaluer le plus finement possible? Alors moi, je n'ai pas travaillé directement sur la constante de Planck, mais j'ai travaillé sur d'autres constantes qui servent à définir la constante de Planck. Et je dirais, il y a plus de... J'aurais tendance à dire, il y a tellement de chercheurs parce qu'on utilise les résultats de l'un par rapport aux autres. Directement, j'aurais tendance à dire au moins quelques milliers de chercheurs, si ce n'est plus. Quoi. Comment on fait pour tomber tous d'accord sur la valeur que l'on va utiliser pour redéfinir le kilogramme dans moins d'un mois à Versailles? Alors on a utilisé, en fait, il y a 2 méthodes qui permettent de déterminer la constante de Planck à l'heure actuelle. Une balance électrique dont j'ai parlé, et une autre méthode qui est la sphère de silicium qui est présentée juste ici derrière. Alors Léa, une sphère de silicium, voilà, il y en a une juste dans cette vitrine. Et donc il y a une relation simple entre la constante qu'on peut déduire de la sphère de silicium et la constante de Planck, et ainsi on relie en fait la mesure à partir de la sphère de silicium à la constante de Planck. Donc on a 2 mesures indépendantes de la constante de Planck qui sont en relativement bon accord. Et donc ça nous donne confiance dans la valeur de la constante de Planck qu'on détermine à partir de ces expériences. Et il a fallu, j'imagine, faire une moyenne des différentes valeurs que les expériences aux 4 coins du monde ont données. Alors tout à fait, on fait une moyenne et en fait c'est quelque chose d'un peu plus compliqué. En fait, les constantes fondamentales sont reliées par plein d'équations les unes entre elles. Et ce qu'on va faire en fait c'est un ajustement. On va chercher la meilleure valeur des constantes fondamentales qui reproduit toutes les expériences très précise de physique quantique, de physique et de physique quantique. Vous avez donc répondu à la question que Christophe, qui nous regarde, nous avait posée. Comment va-t-on définir le kilogramme? Le kilogramme va être défini, la définition, c'est en fixant la valeur de la constante de Planck. Donc ça veut dire que le kilogramme est quelque chose blablabla, tel que pesé par exemple sur la balance électrique, la valeur soit exactement égale à H égale blablabla, quelque chose comme ça. En fait, on a réussi ce qu'on avait fait pour le mètre. Le mètre est défini par rapport à la vitesse de la lumière. Maintenant, le kilogramme sera défini par rapport à une constante, la constante de Planck. Exactement, c'est la même philosophie en fait. Le mètre, on peut le voir pratiquement à l'aide d'un centimètre ou d'une règle plastique, je dirais. Et maintenant, c'est quelque chose d'immatériel, mais on sait que cet immatériel est beaucoup plus stable. Oui. Bon, est-ce que là, on est arrivé au bout de l'histoire ou est-ce qu'on redéfinira dans quelques années, dans quelques décennies, dans quelques siècles, le kilogramme? Alors, dans quelques années, on espère que non, bien sûr. Mais dans quelques siècles, oui, si la physique évolue et si... par exemple, on trouve une dérive des constantes fondamentales avec le temps. On aura peut-être d'autres modèles et d'autres physiques qui nous permettront de définir, par exemple, le kilogramme avec d'autres objets d'autres données qui seront beaucoup plus stables. Sarah vous demande qu'est-ce que ça va changer pour nous et pour les physiciens concrètement, cette redéfinition. Vous y avez travaillé, vous êtes très nombreux à avoir travaillé à tout ça. Et le résultat, ça change quoi pour qui? Alors, pour nous, rien du tout. Si votre médecin vous dit, par exemple... mon cher ami, il faut faire un régime, eh bien, vous ne pourriez pas lui dire, oui, ben, avec la redéfinition, je vais pouvoir y échapper. Il n'y a aucune chance d'y échapper. On comprend bien. L'effet est tout petit, hein, c'est de l'ordre, donc la dérive cumulée est de l'ordre de 10 millionièmes de grammes sur un siècle. Donc c'est vraiment quelque chose qui est tout petit. Dans un régime, c'est négligeable. Donc dans un régime, c'est négligeable. Pour les physiciens, par contre, ça a une importance. Pour les physiciens, ça va permettre, il y a d'autres constantes fondamentales qui sont définies à partir de kilogrammes, et ça va permettre de les définir beaucoup plus précisément, et donc d'aller tester en fait des modèles de physique, comme on a comme le kilogramme sera défini par quelque chose d'invariant, on va pouvoir aller tester des modèles beaucoup plus précis par des mesures très précises. Ouais. Merci François-Né de nous avoir éclairé. C'était pas facile sur la définition du kilogramme, et évidemment pour les autres unités de mesure, ben voilà, on va chercher d'autres constantes. Merci à vous. Ce qui frappe Bruno Giacomi, c'est que vraiment la définition de ces unités de mesure reflète la connaissance scientifique du moment. Oui, tout à fait. C'est même assez curieux quelquefois de prendre conscience que la constante de Planck ou la constante de Boltzmann aujourd'hui a un nombre précis. C'est que tout le monde est d'accord, il ne bougera plus, il est précis. Comme on a défini pour la seconde la vitesse de la lumière. Enfin, pour le mètre plutôt. Pour le mètre. Donc, c'est-à-dire que c'est des constantes qui maintenant sont bien
figé, on n'y touchera plus. Et du coup, on a franchi de nouvelles frontières dans la précision de ces unités. J'ai une question de Charles Hervé pour vous, Bruno Giacomi. Pourquoi ne redéfinit-on pas la durée d'une seconde pour éliminer les années bissextiles? Drôle de question. Ah oui, mais c'est deux choses un petit peu différentes. Ça a été quelque chose de très important de redéfinir la seconde, parce qu'en fait, aujourd'hui, nous n'aurions pas de GPS et tout ça. Ça, c'est vraiment une conséquence de la redéfinition de la seconde. Mais en fait, une fois que la seconde est finie, le calendrier, lui, il est lié à des phénomènes cosmiques, si on veut. C'est la question de la rotation de la Terre autour du Soleil, etc. etc. Donc, c'est un phénomène qui n'est pas dépendant de la seconde. Il y a des drôles de questions. Nathalie qui vous demande, alors c'est plus pour le kilogramme, est-ce que ça change quelque chose par rapport à la valeur refuge des lingots d'or? Alors, non, parce que, comme le disait Monsieur Ney, c'est une histoire de, lorsqu'il disait quelques millièmes de millimètres de microgrammes sur des siècles, voilà, on est sur ces échelles-là. Et donc, c'est en deçà de la précision que vont donner les balances pour ces lingots, etc. Donc, tout est question de marge d'incertitude, finalement. Alors on est devant une sorte de grande armoire intitulée Cabinet des curiosités métrologiques. On peut ouvrir certains des tiroirs de cette armoire, on ne va pas s'en priver. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a des objets un petit peu curieux, effectivement. J'ai sorti là notamment des réserves, une montre, une très belle montre. A priori, elle est courante, une montre 19e. Si on regarde bien, on s'aperçoit qu'elle est décimale, c'est-à-dire qu'il y a 10 heures. La journée fait 10 heures, l'heure fait 100 minutes, la minute 100 secondes. Ça correspond à ce que les révolutionnaires avaient mis en place au moment du système métrique décimal. Tout devait être décimal, c'était très logique. On n'en a pas voulu. C'est vrai que c'est logique, mais on n'en a pas voulu. Ça a duré quelques années, mais en fait, je pense que, quelque part, le temps, ça joue un petit peu au divin, ça touche à des choses très fondamentales, et on est revenu en arrière. On n'a pas voulu être trop rationnel sur la façon de mesurer le temps. Mesurer le temps, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas touché. Mais on accepte de faire des dixièmes de seconde, des centièmes de seconde, donc il y a quand même un petit peu de décimales. Mais... On est sur la nanoseconde et tout ça, oui, tout à fait. Et les chercheurs travaillent aussi sur des multiples décimaux. Mais en usage courant, là aussi, on est resté sur un système hérité des Babyloniens. On en ouvre un deux, on ne pourra pas tous les ouvrir, mais celui-là, le deuxième. Ah. Ça, c'est un bel objet. C'est un magnifique objet. C'est une horloge japonaise à heures inégales. Je ne sais pas si vous observez bien, en dessous de la sonnette, là, il y a 2 folios. Les folios, ce sont des petits balanciers qui tournent comme ça, avec des contrepoids. En fait, il y en a 2 parce qu'il y en a un pour les heures de jour, l'autre pour les heures de nuit. Parce qu'au Japon, jusqu'à le milieu du 19e siècle, ils utilisaient les heures inégales héritées de l'Antiquité, c'est-à-dire 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Peu importe la durée du jour et de la nuit, on fait allonger ou raccourcir les heures en fonction pour qu'il y en ait toujours 12 heures la nuit et 12 heures le jour. Exactement. Donc, et finalement, on rythme notre temps sur celui des astres. Alors que nous, en Occident, eh bien, depuis l'horloge mécanique, on a accordé notre monde sur la mécanique. Sur la mécanique. Alors que les Japonais ont cherché à avoir une mécanique qui mime le mieux ce qu'il y avait dans leur environnement. C'est toute une philosophie qui change. Exactement, c'est toute une philosophie. En plus, là, le mécanisme a été importé par les jésuites, mais là-bas, ils l'ont fait changer le mécanisme pour pouvoir l'adapter à leur mode de calcul du temps. C'est vraiment une question de culture. Allez, il y a encore quelques questions pour vous. Claire, pourquoi la vitesse de la lumière a-t-elle été choisie pour redéfinir le mètre alors qu'elle est elle-même définie en mètres? Alors ça, c'est intéressant. Effectivement, quand on donne la vitesse de la lumière, elle est en mètres par seconde. Et on se sert de cette vitesse pour définir la seconde. Est-ce qu'il n'y a pas un serpent qui se mord la queue? Alors, si on va au bout des choses, et là, je pense que les chercheurs du Laboratoire national de métrologie d'essai en parleraient mieux que moi, c'est qu'en fait, la notion même d'avoir 7 unités de base pourra être abandonnée d'ici quelques années. Parce qu'en fait, on va tout relier aux constantes de l'univers, et on se rend bien compte que finalement, le mètre
n'a même pas besoin d'être défini puisqu'il est lié à la seconde et à une constante qui est la vitesse de la lumière. On pourrait imaginer qu'à la fin de l'histoire, il n'y ait plus que la seconde comme unité de base et que toutes les autres unités dépendent de constantes ramenées à la seconde. Aujourd'hui, on fait même le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on ne définira plus les unités en fonction, mais on dira la constante de Planck fait tant, la constante de Boltzmann, etc. C'est-à-dire qu'on va définir des constantes par rapport à des unités qui, elles, voilà, seront la base de fait, mais pour éliminer les liens qu'il y a. On le sait bien, en fait ça remonte même aux origines. Vous savez qu'avant la Révolution, on avait essayé de définir la seconde comme étant enfin, le mètre comme étant la longueur d'un pendule battant la seconde, c'est-à-dire d'une période de 2 secondes. On avait essayé, on l'a abandonné parce que ça variait en fonction de l'altitude. Mais on sait très bien que tout ça est intimement lié. Alors là, on évolue dans la deuxième moitié de l'exposition. Cette fois-ci, l'idée était de montrer à quel point notre société utilise la mesure et la mesure est un enjeu de société. Ah, tout à fait. Alors là, la mesure est un enjeu de nos sociétés parce qu'elle sert à mesurer des éléments de société et aussi parce que, on le voit un petit peu sur ce tableau aussi, on nous bombarde de camemberts, de courbes, de choses comme ça et quelquefois, cela peut nous tromper. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours tous les éléments pour pouvoir juger. Et on peut nous faire des représentations qui soient un petit peu erronées. Donc l'idée, c'est aussi de dire attention à ce que l'on fait de tous les chiffres qu'on vous donne. Quand on vous donne c'est étonnant, mais quand on calcule le nombre de manifestants dans une manifestation, la marge d'incertitude est tellement énorme qu'on se dit quand même, au XXIe siècle, comment n'est-on pas capable de trouver les instruments de mesure compétents pour trouver ça. Mais le plus difficile dans notre société aujourd'hui, c'est de mesurer justement ce que pense voilà, un ensemble de personnes. Ici, on a un début de tentative de sonder les âmes, hein, comme on disait à l'époque. C'est une machine à voter qu'on a là ? C'est une machine à voter inventée par un Italien, Eugenio Boggiano, qui, au début du XXe siècle, a imaginé une machine. Alors là, on la voit de derrière, vous voyez qu'on voit les résultats. De l'autre côté, il y a une fente, on met un jeton et on choisit si on était favorable, défavorable. C'est une machine à liker, si vous voulez. C'est-à-dire que... Une machine à liker, voilà. C'est l'ancêtre de Facebook. Exactement. C'est-à-dire que lui, il l'a utilisé pour des votes, mais aussi quelquefois la sortie de théâtre, pour sonder un petit peu si le public était plutôt content, plutôt mécontent, etc. C'est assez marrant, parce qu'en fait, on retrouve quelque chose de très actuel, mais on est aussi devant la difficulté de classer les choses dans des domaines, je dirais, c'est oui ou c'est non, alors que évidemment tout est beaucoup plus complexe que cela. Pour sonder les âmes, s'il suffisait juste de savoir oui ou non, ce serait trop simple. Encore quelques instruments pour mesurer un peu la société. Qu'est-ce qu'on a là ? Ah, ça c'est une machine merveilleuse. C'est la machine à statistiques de Hermann Ollrich. Hermann Ollrich, c'est cet Américain qui, à la fin du 19e siècle, a mis au point la première machine à statistiques, c'est-à-dire une machine capable, grâce à des cartes perforées, de faire des études statistiques. D'ailleurs, la carte perforée que vous voyez là, elle a été faite pour le bureau de santé des armées des États-Unis et il permettait d'avoir des statistiques sur les maladies des soldats et des officiers, etc. Donc on met tout là-dessus et puis on permet de suivre en triant. Vous voyez qu'il y a une trieuse à droite et avec les cadrans. Le cadran, c'est un peu une sorte de tableur Excel qui va nous permettre de croiser des données et de faire des études statistiques, ce qui a été utilisé dès 1890 pour le recensement des États-Unis. Qu'est-ce qui reste le plus difficile à mesurer aujourd'hui, Bruno Giacomi, pour conclure ? Les mesures, qu'est-ce qui est le plus difficile à mesurer ? Je crois que tout ce qui a trait à l'homme et à la société est pour moi quelque chose de très difficile parce qu'il y a des tas de facteurs qui entrent en jeu. On n'est pas dans quelque chose de physique, quelque chose qui touche au psychologique, au physiologique, etc. Et on sait très bien parmi les sondages et tout ça, que la façon dont on va poser la question, dont la personne va être au moment où on la sonde, va interférer avec le résultat. Donc je crois que là, sur le physique, on avance bien. Sur la société,
il y a encore du travail à On faire. n'a pas encore trouvé la constante à laquelle se référer pour... Exactement, tout à fait. Merci beaucoup Bruno Giacomi et bravo pour cette exposition que vraiment j'invite tous les internautes qui nous suivent à venir visiter. Elle est ludique, on y apprend plein de choses, c'est à la fois historique, c'est très ancré aussi dans notre société d'aujourd'hui. Allez, les 3 questions du quiz, je vous les pose. Les 3 premiers à répondre, alors dans le même commentaire, hein, vous mettez à la suite vos 3 réponses et les 3 premiers à avoir la bonne réponse gagnent à la fois un carnet de sciences, cette revue du CNRS qui sera consacrée aux unités de mesure justement, et 2 places pour venir visiter le musée des arts et métiers. Alors voici les 3 questions que je vous pose. Combien d'unités de mesure vont être redéfinies en novembre prochain, en novembre 2018 ? Deuxième question, sous combien de cloches en verre le kilogramme est-il conservé au BIPM, le Bureau international des poids et mesures? Et troisième et dernière question, sur quelle constante physique va s'appuyer la nouvelle définition du kilogramme? Si vous avez les 3 réponses, répondez très vite dans les commentaires. Les 3 premières bonnes réponses vont remporter donc ce carnet de sciences avec les invitations pour le musée des arts et métiers. Il me reste à vous remercier, donc les intervenants qui nous ont fait la gentillesse de nous accompagner, Bruno Giacomi, nos partenaires Sciences et Vie, la ville de Paris, pour le CNRS, Léa Bello, Cécile Bruckmann et Nathalie Lambert, et puis bien sûr toute l'équipe du musée des arts et métiers qui nous a formidablement accueillis pour la réalisation de ce live du CNRS. N'oubliez pas que vous pouvez revoir cette vidéo, elle est encore en lien, et puis moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau Facebook Live du CNRS. Au revoir.